Bonjour les bipèdes. Salut. Eh ben oui, c'est encore nous, sur CGY, l'émission numéro 17. Je suis donc le doc encore, et je suis toujours et encore accompagné de mon ami Pèse. Et bonsoir tout le monde. Ah, cet accent. Et mon ami Néo. Bonsoir tout le monde. On Et commence sa pas. voix On commence pas. hautement orgasmique. Ça commence bien cette émission. Allez. Alors, pour cette nouvelle émission, bah écoutez, on est encore ravis puisque à la dernière émission, vous avez eu donc l'histoire de Dwarf, de la création de Dwarf avec Olivier Pinol, donc son créateur et directeur. Et justement, puisque nous parlons de direction, il est encore là pour la deuxième émission. Et bonsoir à tous. Il est resté. Il est revenu. On a réussi à le faire revenir une deuxième fois, comme quoi on est très fort, pour justement nous parler un petit peu de son boulot de directeur. C'est quoi un directeur de studio? À quoi que ça sert donc, s'il vous plaît, madame? Mais avant ça, petit rappel donc pour le Patreon, puisque nous sommes monétisés. Donc le petit Patreon, ça c'est pour nous aider, pour nous soutenir, si vous aimez ce que l'on fait, pour que voilà, on puisse continuer à faire encore plein d'autres choses, parce qu'on a plein d'idées dans nos escarcelles. Baraque à fruits. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'il raconte? Et alors on vous demande pas non plus 40 000 euros, mais soit des paliers, un palier à 1 euro. Le palier junior à 1 euro, le palier mid à 3 euros, le panier senior, le palier, le panier de fruits à 5 euros. On est au marché, tout va bien. 5 euros. Voilà, 5 1, euros. 3, 5 euros. Il y a des contreparties. On va pas vous refaire toute l'histoire parce que ça fait déjà 2 émissions qu'on le fait. Mais en Voilà. tout cas, Et c'est puis vous des- avez qu'à aller sur le Patreon. Et puis oui, vous verrez. des trucs Et puis super vous stylés. Et Voilà. voilà, on a ajouté aussi un PayPal et un Spreadshirt pour les goodies. Oui, les fameux être goodies. fier. Donc, si vous avez envie un petit peu de flâner en soirée, comme disait notre cher De vous Doc la dernière péter. fois, De vous la péter, la carrément. péter carrément. Mm. Et ben voilà, faites-vous plaisir avec tout ça. Ça nous fera énormément plaisir et ça nous permettra de continuer avec toujours plus de qualité, des invités de renom comme ce soir. Voilà, donc ça va être trop bien. Bon, bah, parfait. Voilà. Voyez, moi, actuellement, je porte un magnifique t-shirt avec le logo CGY et je me la pète. Voilà. Et j'ai gagné 20 points de QI, bizarrement, en mettant c'est le t-shirt. étonnant, hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Bref. Tout ceci étant dit, alors, on va pas refaire le parcours d'Olivier puisque si vous ne l'avez pas écouté, allez écouter l'émission Bah, numéro tout à fait. 16. Et Voilà. vous dépêchez. Parce qu'on va pas vous Il nous attendre. explique tout. Mais voilà, donc Avatar, la lumière, la Nouvelle-Zélande, Peter Jackson, l'idée de faire le studio. Tiens, on va appeler les copains. Paf, ça fait des copains. Hop, on récupère une techno incroyable pour faire des lumières de ouf. Et on monte la boîte et youpi, tralala. Et là, on devient directeur de studio. Olivier Pinol, qu'est-ce que ça fait d'être directeur de studio? Après avoir été artiste. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'est il y a un petit côté inconscience, insouciance. Ouais. On se rend pas compte en fait de ce que c'est vraiment le job, parce que tu le découvres en Pas grave, on a un petit fou rire. Alors, tu nous as fait un monologue. Ouais, non mais Waouh. j'étais là, allez à toi. Respire. La Respire. montagne russe. Ah ouais. Voilà. J'étais Donc, lancé. t'avais déjà Donc, eu du coup, l'occasion de parler à des directeurs de studio quand t'étais artiste pour te rendre un petit peu compte de ce que ça voilà. impliquait, quoi. Donc la carrière m'a permis ma carrière d'avant m'a permis de côtoyer, de rencontrer des responsables RH, des directeurs plus ou moins haut placés dans une hiérarchie de studio. J'ai eu la chance de rencontrer le fondateur de PDI et donc le studio qui a été racheté par DreamWorks pour faire le premier film Fourmise et après Shrek, tout ça. Et donc voilà, là, ce sont ces gens-là qui m'ont donné un peu qui m'ont partagé un peu leurs aventures et tout ça. Et c'est vrai que mais malgré tout, on se rend pas compte et on se jette dans l'eau en fait. Et je pense qu'il y a ce côté âme d'entrepreneur en fait qui permet de juste avec un soupçon de folie et se dire allez on y va et puis on découvre vraiment au jour le jour quoi.
Ah oui, je suppose qu'il n'y a pas de la fameuse question, est-ce que les écoles forment bien Ça fait longtemps qu'on n'a pas posé ça. Ouais, est-ce que les écoles forment bien à ton métier? Non, on peut pas la poser celle-là, mais en plus enfin quand on sait la vitesse où Dwarf s'est émancipé, a évolué, a grandi, c'est vrai que du jour au lendemain se retrouver directeur de studio d'une boîte où au début vous êtes 5 dans un salon de beauté et puis après vous passez à 150 collaborateurs, c'est vrai que Et on est monté jusqu'à 250 là. ouais. Donc, Est-ce qu'il y a une différence de direction entre 50 et 250? Est-ce que C'est complètement différent. Déjà, bon, la beauté du truc, c'est que on grandit. Moi, personnellement, donc, pour essayer de répondre à la question, de passer, de voir le studio qui passe à la base 2, 3, 4, 5, rapidement, une petite quinzaine, 20, 50, là, on fait ouf, là, déjà. Donc, on passe d'une infrastructure avec une philosophie, famille, multicasquette, tout le monde fait tout, donc, chacun prend la casquette de là où il se sent le plus à l'aise. Donc, moi, j'étais donc à l'époque, je revenais de Nouvelle-Zélande, j'étais capable de décrocher le téléphone et d'appeler n'importe qui sur Terre. Donc, grâce à l'anglais et à l'oreille que j'avais développé au niveau Californie et Nouvelle-Zélande, donc j'avais aucun stress à appeler n'importe qui. J'avais un peu de bagou et tout ça, donc je me suis approprié un peu la casquette du commercial et du directeur créatif, on va dire. Dans ce rôle de direction, c'est plutôt la partie créative et vision de ce qu'on veut faire. J'ai eu aussi la casquette compta, j'ai eu la casquette ressources humaines, j'ai eu voilà. Donc tout ça en grandissant. Donc pour rebondir sur la question de Néo, c'est oui, c'est vrai que au fur et à mesure qu'on grossit, en fait, c'est la clé, c'est d'arriver à s'entourer des bonnes personnes au bon moment et au bon poste pour te soulager et pour être meilleur dans toi ce que tu sais faire en fait. Et alors c'est vrai que j'avoue que des fois j'ai eu du mal à lâcher un peu les trucs. Donc voilà, petit à petit, c'est encore une fois, hein, c'est toujours, on en parlait dans l'émission précédente, c'est toujours une relation, c'est une question de relation, de rencontre et de voilà, et des gens qui croisent ta route et puis qui font un bout de chemin avec toi et qui t'amènent des clés, qui t'amènent voilà des outils qui permettent d'avancer. Voilà. Donc j'en ai eu plein des rencontres comme ça. Et en 10 ans, du coup, ton poste, si on peut dire ça comme ça, a vraiment changé, quoi, du tout au tout. Il a été mouvant, il a évolué vachement. Moi, sur un plan personnel, j'ai l'impression que j'ai pris 20 points de QI, ouais. Oui, mais tu as un t-shirt Dwarf. Alors imagine si tu portes les deux l'un sur l'autre. Enfin, t'as pas une casquette, si tu veux. Oui, on a des mugs, on a tout ça. En plus, c'est beau. Tiens à voir sur Spreadshirt. J'irai en acheter une. Mais non, l'idée, c'est que mon poste, ma fonction, alors moi, il faut savoir, c'est que j'ai eu une frustration stratosphérique depuis le début, c'est que je me suis retrouvé malgré moi patron de studio, dans le sens où, faut pas oublier que l'idée d'origine, c'est quand même de créer mon studio pour que moi, je puisse m'éclater à faire des images. Ah, j'allais te demander, t'étais encore artiste ou oui, tout de oui. suite t'as Ah tout oui, lâché, non, d'entrée, je faisais la lumière et tout. Ouais. J'ai formé mes premières équipes parce que quand j'ai créé Dwarf, j'étais le seul expérimenté. C'est-à-dire que les gens qui m'ont suivi sortaient d'école. Donc j'ai formé tout le monde, Joachim, Béli, tout ça. Enfin, voilà, c'était mes élèves à la base et je les ai formés. Moi, je partais du principe que j'ai voulu donner la chance aux gens qui voulaient vraiment être avec moi. Donc ça c'était au début et c'est des gens qui sont toujours là aujourd'hui et qui ont pris toutes les responsabilités et qui m'ont secondé sur les sujets. Je pense notamment à Joachim qui est devenu mon superviseur lighting en chef, voilà, et à qui j'ai totale confiance parce que on partage. C'est là où j'ai eu du mal un peu à lâcher au début, c'est de partager et de faire confiance et de lâcher un peu quand on est sûr que la personne à qui on passe les clés de la voiture, elle a la même vision que toi, en tout cas. On partage les mêmes valeurs et qu'on est tombé d'accord sur des sujets ou sur des choses, en fait, qui font que on est raccord sur la direction du studio. Donc voilà. Donc du coup, le studio grandit. Je prends plusieurs casquettes et je m'enlève des casquettes parce que je supporte pas le côté administratif, hein. C'est pas ma vocation. J'ai fait les écoles d'art, j'ai pas fait les écoles de commerce ou de business, j'ai pas fait la Montpellier Business School, j'ai pas fait tout ça. Donc mais par contre, j'en suis sûr que
c'est un atout énormissime d'être un artiste et un chef d'entreprise. Ah voilà, moi c'est la question que je voulais te poser. Je Moi, crois, comment ça... je vais prendre l'exemple sans être avec Glen Keane. Glen Keane, en grande partie, a choisi Dwarf dans son partenariat parce qu'il a été convaincu par l'artiste qui est à la tête du studio. Et la vision qu'on a partagée par rapport au métier de l'animation. Et Glen m'a dit, quand la première fois qu'on s'est rencontrés, il m'a dit, Olivier, un jour, on était à Los Angeles, je venais d'assister à une masterclass de réalité virtuelle avec le Google système là. Glen présentait ça, et l'après-midi, il me dit, tu fais quoi cet après-midi? Je dis, ben rien, j'ai tout. Et je suis allé dans son hacienda, et on a parlé de nos parcours, avec toute l'humilité que je peux avoir. Attention, Glen, c'est Glen, officiel légende Disney, tout ce que tu veux, mais voilà, il fait partie des gens qui m'ont inspiré, quoi. Et donc, je suis là devant lui et je lui raconte ma vision de mon studio, de comment je vois les choses et pourquoi, et mon parcours et tout ça. Et il me dit, Olivier, un jour, on travaillera ensemble. Super. Super. Tu as les jambes qui tremblent. Ouais, ok. Mais bon, tu dis ça et puis tu te dis, ouais, puis Oui, un jour, il a dit ça pour me faire plaisir. Et puis 2 ans après, il me donne un rendez-vous à Annecy, au festival au MIFA, pour boire un café dans le boutique hôtel. Et là, il me dit, alors, Olivier, ce jour-là, j'ai même pas mangé un croissant, hein, j'étais là, je buvais mon café. et là, il me dit, Olivier, alors raconte-moi un peu ton parcours depuis qu'on s'est rencontrés à Los Angeles. Je lui raconte tout, il me fait, c'est extraordinaire, c'est super et tout ça. Bon, je crois que j'ai un projet pour nous, ça y est. Putain. Putain. Je pense que ça a été la pensée de ouais, Olivier à ce moment-là. Ouais, putain. ouais. Et là, j'ai, ouais, ok. et il me dit, alors, ça s'appelle Trash Truck. Il me dit, tu sais, je crois que tu es le studio, le seul capable, à son sens, hein, d'apporter les grands principes de l'animation, avec un grand A, hein, sur un modèle économique de série preschool. Parce que on partage la vision, et je pense que tu vas amener à Trash Truck, en tout cas avec tes équipes, hein, tu vas amener à Trash Truck ce que je recherche par rapport à l'émotion qu'on veut faire passer. Voilà, moi, c'est ça que je cherche, tu vois. Et Trash Truck, ça a été un tournant dans la carrière de Dwarf et dans ma carrière personnelle. C'est là où j'ai senti que mon rôle, parce que je me suis cherché pendant des années. En tant que directeur de studio. Et oui. Parce que directeur de studio, là, quand tu es là, tu réponds au téléphone, machin, tu es l'administratif, plus, producteur, ce que tu veux. Non. Là, je me suis trouvé. C'est un rôle de producteur créatif, au sens large. Tu parlais de la vision dans la mission précédente, quoi. Voilà. Quelqu'un qui a une vision. Ouais. C'est ça. Et là, je suis capable de partager avec Glen une vision, de l'adhérer, de retravailler après avec mes équipes, de revenir et dire, voilà, les gars, c'est comme ça qu'on va mettre en place les outils. Pourquoi ce choix d'outils? Parce que là, artistiquement, créativement, on a besoin d'avoir cette réponse-là, créative. Donc, tout est drivé par l'émotion. Donc, tous les choix qu'aujourd'hui je fais, mon métier, il est un peu chef d'orchestre dans une belle boutique, là, où tu as des ingénieurs informatiques, des talents de l'informatique et des talents créatifs. Et c'est arriver à mettre en symphonie des gens pour travailler les uns avec les autres, pour avoir la meilleure réponse créative. Et j'entends par là que le but du but, c'est d'arriver à faire passer une émotion. Et c'est la connexion émotionnelle. Voilà. Donc ça, c'est ça y est, je me suis trouvé. Je sais que c'est ça que je veux faire. Donc après, travailler avec Rémi à l'écriture, se pencher sur c'est un rôle de directeur créatif. Donc en anglais, on le fait en anglais. Donc c'est le Chief Creative Officer. Ouais. Voilà. Donc ça c'est mon rôle. Donc mon rôle mon titre c'est Founder and Chief Creative Officer. Donc ça veut dire directeur créatif. Et donc cette rencontre avec Glen Keane, ça t'a débloqué complètement? Est-ce que finalement avant vraiment cette confirmation en quelque sorte, c'est un peu ça, j'ai l'impression. Est-ce que à partir de là, c'est là où vraiment tu t'as commencé à te dire bon let's go. Est-ce que tu t'es fait plus confiance, vraiment, après ça, quoi? Ou est-ce que c'était déjà là, mais juste que il y a pas forcément les opportunités? Non, en fait, c'est ce qui valide les choix que tu fais pendant toutes ces années sur la qualité. Où tu me posais la question sur l'émission précédente sur la dépense, l'argent où tu le mets, quoi. Et quand tu fais le choix de mettre sur la qualité, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Tu mets tout. Et là, quand t'as Glen Keane, quoi, The Legend,
vous direz que, enfin, voilà, Pocahontas, La petite Tarzan, sirène, sirène. ouais. Quand t'as ce monsieur qui choisit ton studio par rapport à toutes les valeurs que tu véhicules depuis toutes ces années, bah tu dis bah ouais, ça confirme tout, ça concrétise une vision et bon, il faut fabriquer. Hein. Ouais. C'est pas tout, ça a été un challenge extraordinaire aussi hein, parce que l'appétit créatif de Glenn, de Max Keane, donc qui est le showrunner et le créateur de Trash Truck. Voilà, donc après derrière c'est beaucoup de travail. Il y avait que nous, enfin je dis nous, désolé, hein, mais il y avait que Dwarf au moment où il t'en a parlé. Ou il avait, ou est-ce que tu sais s'il avait d'autres studios aussi? Alors en tête de ce que j'ai compris, il y avait 20 studios Ah ouais, quand en même. audit par Netflix. Donc Netflix parce que c'était Netflix qui a distribué. Ouais. Et donc Netflix a demandé à Glenn d'auditer une vingtaine de studios. Et donc je savais pas à l'époque qu'il y avait autant de compétitions. Donc du coup quand on gagne ce projet, donc un an après, on se retrouve donc de retour au MIFA. Et là il y a une soirée Netflix pour annoncer différents projets. Et là on est invité. Puis il y a Glenn, il y a toute l'équipe GKP, donc Glenn King Productions, nous. Et là, il y a quelqu'un de Netflix qui vient me voir et qui me dit, j'avais les goodies, j'étais brandé Dwarf avec le t-shirt, la casquette, Les 20 points de QI, tout ça, les 20 points de QI, tout. Et puis là, il y a une dame qui vient me voir et qui me dit, excusez-moi, vous travaillez à Dwarf? Et là, je fais oui. Et elle me dit, tu t'appelles comment? Et je dis, Olivier. Je me dis, Olivier. The Olivier qui a Glenn. Olivier. Non, mais quand je dis Olivier, l'Olivier de Glenn, j'ai fait, bah oui, Olivier Pinol. Elle me dit, mais tu te rends compte, The Fucking Legend? Elle me dit, mais c'est un truc de fou, Olivier. Elle me dit, on y a mis 20 studios dans les pattes et il a pas démordu, quoi. Il a rien trouvé d'autre de mieux à dire que c'est c'est Dwarf. Putain. Donc la fierté en plus quand ça vient de la bouche de Netflix, tu vois, qui te dit ça en soirée. Donc non, voilà. Donc oui, il y avait du monde. Alors, je vais revenir. Non pas que ces anecdotes ne m'intéressent pas du tout, loin de là. On s'est un peu écarté. Mais c'est ma non, faute, mais désolé. parce que je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Tout à fait. De revenir un peu au fondamental. Ouais. C'est quoi pour toi la définition? Alors pour toi ou plus généralement la définition d'un directeur de studio. C'est quoi ses fonctions basiques, standard d'un directeur de studio d'animation? Alors moi j'ai un rôle. Moi, je suis c'est un peu différent parce que le rôle de directeur de studio en soi, c'est pas moi qui l'opère. Ah bon? C'est pas mon rôle. Moi, je suis le fondateur et le président Ouais. et directeur créatif. Donc, il y a des gens aujourd'hui à Dwarf qui sont directeurs de studio dans le sens opérationnel sur le studio et j'ai une équipe en fait d'encadrants. Voilà donc si on parle de mon rôle à moi en tant que président de studio, avec une casquette un peu plus large, donc dans le sens où les fonctions, c'est les relations. Alors en fait, c'est toi qui tu es ce qu'on appelle le mandataire social du studio. Donc c'est toi qui es la dernière voie de validation de tout. Donc tu as un accès privilégié avec les banques, les actionnaires, si tu as des actionnaires ou si tu as des banques, tu en auras, c'est sûr. Mais les actionnaires, c'est pas dit, mais en tout cas, voilà, c'est toi qui dois partager, tu es garant de la vision du studio en face aux actionnaires. Donc, c'est mon cas. Donc, c'est mon travail. J'ai donc, en tant que, président, je vais valider, une stratégie, de technologie. C'est-à-dire, j'entends par là que ce soit la DSI, donc l'informatique, la direction innovation. Donc c'est moi qui vais valider avec mes directeurs cette stratégie-là. Je vais travailler avec un Rémi sur la partie éditoriale. C'est-à-dire qu'un Rémi, c'est le directeur éditorial maintenant du studio qui est en charge de monter le slate de projet, donc le portefeuille de projet de demain pour la production déléguée de Dwarf. Rémi Guérin, ouais. Voilà. Et donc moi, sur ma casquette direction là et créative, c'est moi qui vais donner le go à Rémi pour tel ou tel projet, pour pousser tel ou tel projet. Je vais travailler avec la direction des productions, donc des head of production en fait, hein, et je vais travailler avec eux, je vais valider avec eux des axes stratégiques sur tout ce qui est stratégie liée aux productions. Comment on va se positionner par rapport à ce qu'on propose à tel ou tel client.
D'accord. Quel choix technologique, artistique, Budgétaire. budgétaire. Voilà, je valide tu vas bien sûr faire. les budgets. Si on doit accepter quelque chose d'un client, c'est ma responsabilité. Voilà, donc c'est un peu tout ça. Mais encore une fois, là, j'ai lâché un peu sur la partie direction studio pour plus me concentrer vraiment sur la partie créative. Donc sur la partie créative, c'est aussi la partie ce que je disais avec Rémi, c'est sur les choix éditoriaux des propriétés qu'on va donc développer. C'est le message que tu vas communiquer, donc c'est la partie commerciale du directeur créatif. Quand je pitch mon boulot quotidien, c'est de pitcher le studio. Ça pourrait être aussi un directeur de studio son rôle, c'est de pitcher. Hein. Donc moi, je pitch à Netflix, je pitch à TF1, je pitch le studio à des producteurs, aux prospects. Hein. Je pitch le studio à des partenaires, je pitch le studio à des fonds d'investissement. Je pitch, voilà, ça c'est mon rôle. Ça. Donc là, je maîtrise le studio et je connais tous les rouages du studio et je connais les points forts et je mets en avant tel ou tel axe en fonction de mon interlocuteur. T'es un VRP de Dwarf, en fait. Tu vas aller. Oui, je pense que je suis le VRP de Dwarf, ouais. Donc là, maintenant, je suis en train de m'entourer stratégiquement. Là, on discute avec différents représentants potentiels de Dwarf sur le territoire US et sur le territoire européen. Là, je vais avoir besoin à un moment donné de lâcher un peu et d'avoir des gens qui représentent et donc c'est trouver les bonnes personnes. Pour D'accord. faciliter du démarchage, en fait. Oui, ça. voilà, et puis pour garder Rencontrer le contact les gens. sur le terrain, pour que moi Ouais. je puisse me concentrer sur la partie créative. C'est là que finalement ton métier a le plus changé, c'est C'est que avant, tu vendais le studio pour avoir des projets. Maintenant, comme tu vas proposer toi-même des projets, Oui. c'est la démarche est presque inverse. Et puis il y a ça, et puis il y a la partie où j'ai aussi envie, j'espère avoir l'opportunité de pouvoir m'impliquer un peu plus sur des projets, même en service, parce que voilà, c'était important. J'ai passé beaucoup de temps avec les équipes sur Trash Truck au début. Puis après, quand ça roulait, j'ai un peu lâché. Puis j'ai fait confiance aussi les gens. Mais j'ai pu m'impliquer avec Glenn Keane, avec Max, avec John Carls, le supervising director de Trash Truck. Donc voilà, échanger un peu avec Xavier d'Undiranime sur Trash Truck. Au début, pour la vision, tout ça, être sûr que on met un peu la barre où c'est quand elle doit être et voilà. Donc ça aussi, ça me manque un peu. J'espère avoir un petit pourcentage de mon temps que je puisse allouer aussi à ces productions. Ouais, parce que là, je suppose que vu tout ce que tu nous racontes, là, on peut même plus parler de journaux type dans ce que Ouais. tu fais, quoi. Là, c'est un petit peu au jour le jour. Il y a en fonction de. Alors oui, on va dire, j'ai un planning avec comment dire Des rendez-vous. des rendez-vous clés qui sont là, que ce soit sur des points hebdomadaires. Là, par exemple, je suis là, on est en train de démarrer cette fameuse production avec Netflix, où vu que je suis un peu le garant au début, tout ce qui est le pitch, le test qu'on a fait pour cette production, j'ai supervisé pour le coup sur ce test-là, j'ai supervisé le test D'accord. d'un point de vue stratégie, choix et casting des différents talents, et j'ai encadré le test pour pouvoir répondre à l'appel d'offres sur Netflix. Et là, en relation très proche avec les superviseurs, j'imagine. Alors, en relation Chaque très proche avec les département. superviseurs chez Dwarf et en relation très proche avec les réalisateurs chez Netflix, Ok. pour être sûr qu'on réponde. Être le garant de. Voilà. Hmm. Et maintenant, là, je suis en train de faire une passation. C'est-à-dire que maintenant, je suis en train de caster mes équipes pour pouvoir passer le relais sur tel ou tel aspect de la production. Donc là, pendant quelque temps, je suis encore dans les calls créatifs avec Netflix. Je suis encore sur certains aspects calls finance, malgré le fait que je passais la main là sur notre directeur financier, parce que depuis quelque temps, nous avons un super DAF, un super directeur administratif et financier. Ça, c'était un truc que je faisais avant, mais malgré moi. Enfin, j'avais des comptables et tout ça. Mais quand t'as les moyens d'avoir un directeur financier, tu revis. Tu revis. Parce que là, taper des BP, des machins, tout ça, des business plans. Des Des business plans. plans, des prévisionnels, voilà, tu vois, quand il faut préparer des documentations pour les actionnaires, avec les résultats, le truc, le commissaire aux comptes et tout. Ouh. Donc tout ça, c'est super Oui. passionnant. En plus, Sauf tu que, n'as aujourd'hui- peut-être pas forcément les Alors- compétences complètes Alors pour, voilà, pour tout encore ça. une enfin, fois, je veux dire. j'apprends énormément parce que Ouais. du coup, mon directeur financier reporte à moi, mais je lui fais confiance et c'est lui qui gère le truc. Et puis on se voit une fois. Alors en ce moment, c'est tous les jours, mais
crise Covid oblige, hein, donc en ce moment on est au quotidien hein, sur le monitoring de la santé du studio et tout en fonction de ce qu'on fait. Donc, mais après sinon donc j'ai quelqu'un que je vois régulièrement sur cette partie-là. Donc je parle pas d'un psy, je parle de mon directeur. J'aurais besoin d'un psy des fois aussi, hein, parce que mais on a dit à l'émission précédente que tu étais un grand fou, mais l'idée c'est que ça montre bien. Donc j'ai aussi j'ai un directeur financier, j'ai un directeur informatique, donc j'ai Laurent, donc notre DSI, qui est vraiment le garant de l'informatique. Quand on a eu la crise, qu'on est monté dans le cloud, j'étais tous les jours avec lui au téléphone. Et Laurent, ça fait partie de mes cadres dirigeants avec beaucoup de responsabilités. Voilà. Donc ça veut dire que quand ça va pas l'informatique, j'appelle une personne en priorité, c'est Laurent. Quand ça va pas sur les finances, j'appelle une personne, c'est quand ça va pas au niveau du studio, c'était Cécile, et là on est en train de remanier. Cécile maintenant elle prend beaucoup de responsabilités sur la partie production, donc sur les head of production. Donc Cécile va se concentrer vraiment à 100% sur la partie vraiment parce que du coup vu que l'ambition des projets que nous rentrons est de plus en plus haute et orientée famille, donc avec beaucoup plus de gestion de budget, beaucoup plus conséquent. Donc une Cécile là vraiment va assumer un rôle de head of production et direction line producing. Et là, c'est celle qu'on avait eu à l'émission sur la production, avec Camille. Donc là, elle prend beaucoup d'envergure là sur la partie production pour se concentrer vraiment sur ça. Et puis là, on est en train de donner un peu plus de responsabilité à d'autres personnes sur la partie studio. Donc on est en train de voir. Voilà. Donc je suis en train de m'organiser moi aussi pour pouvoir à un moment donné, m'épanouir un peu dans le studio que j'ai voulu fonder pour moi m'éclater un peu. Est-ce que tu arrives dans une semaine à te dire je mets un créneau pour les projets nouveaux, un créneau pour la boîte en cours, un créneau pour je sais pas des appels ou des choses comme ça, ou est-ce que c'est vraiment comme disait Pez un peu déjà en fait, est-ce que c'est toi qui fais ton emploi du temps ou maintenant à l'heure d'aujourd'hui on façonne plus ton emploi du temps? Alors on le façonne, mais en même temps c'est assez flex, c'est-à-dire que on m'impose, moi je leur dis que ce soit les RH, dès que vous avez besoin de moi, vous envoyez des meetings quoi, vous m'appelez, je suis voilà. Mais après on apprend à travailler ensemble aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses qu'il y a que moi qui peux répondre. Et puis il y a des choses qu'il y a d'autres personnes qui peuvent répondre. Alors par exemple, parce que là on est en plein dans le sujet du coup. Qu'est-ce que toi, tu es le seul à pouvoir, prendre une décision ou en tout cas répondre sur quel. T'as des exemples de 3 comme ça qui viennent en tête? Alors par exemple, on va dire que une question sur, il y a des gens qui ont encore qui ont encore les mauvaises habitudes de m'appeler ou de me demander pourquoi le planning il est comme ça. Je dis mais là tu appelles. C'est Cécile. Moi, je travaille pas sur ça. Donc là, il y a quelque temps, je me serais immiscé un peu dans les trucs pour aller chercher la réponse. Et là, je me dis, attends, c'est bon, il y a Cécile, quoi. Ou alors, on me demande, aujourd'hui, par exemple, j'ai passé la main sur tout ce qui est investissement informatique. Donc, ça, avant, je vais valider le go. Par contre, je valide le go que si mon directeur financier a validé. C'est-à-dire que je ne validerai rien du tout tant que mon directeur financier n'aura pas validé et tant que mon directeur informatique n'aura pas validé la technique, quoi. Enfin, le côté besoin informatique. C'est-à-dire que je donne vraiment de la responsabilité à ces personnes-là. Donc moi, avant, ça passait tout par moi. Pour la finance, par exemple, sauf que c'était un peu au dos mouillé des fois. Hein. C'est oh là là, il faut vite appeler le comptable et tout. Donc là, j'ai un directeur financier qui fait du monitoring et de l'analytique. Donc là, voilà. Donc ça, ce sont des choses. Après, sur la partie créative, enfin non, même pas créative. Il y a des questions qui vont se poser où il y a que moi qui peux répondre. Ça va être est-ce qu'on accepte telle ou telle ligne de budget, voilà. Donc c'est des choses un peu quand il faut faire des choix stratégiques, ça va être moi. Mais chacun va travailler et va me proposer. Si tu veux, j'arrive en bout de chaîne et voilà. Ça peut être des points de scénario, ça peut être une direction artistique à un moment donné. Surtout pas sur la partie. Ça va être ça sur la partie créative Dwarf, mais pas jamais. Non, je ne me permettrai pas de faire un point scénario sur un client, tu vois, ou là non. Ah non, je parle pour les projets internes, oui. Pour le coup, ouais. Sur les projets internes, là, moi, oui, tout ce qui touche à la ligne éditoriale, la stratégie, technologie. Ouais, j'ai fait des choix que je vais pas nommer là,
technologiques Bien sûr, pour bien demain. Moi, j'envoie mon petit grain de sel à mes cadres technologie et je leur dis, moi, pour ma vision par rapport à ça et ça, j'aimerais travailler avec eux. Mhm. Ou eux. Mais pour d'autres raisons, je ne veux pas travailler avec eux. Et après, moi, je donne mes contraintes, mes velléités, mes envies. Mes équipes vont faire le choix. Et si j'ai fait un mauvais choix et que mes équipes me démontrent que ben voilà, là, regarde, il vaut mieux ça parce que là, on va perdre de l'argent ou c'est un investissement ou ça. Voilà, donc je suis à l'écoute, bien sûr, et il faut être entouré des meilleurs. Je veux dire, si on ne fait pas confiance, c'est que il faut s'entourer des gens qui savent. Je sais pas tout. Ça, c'est clair et net. Un bon directeur de studio pour moi, c'est quelqu'un qui s'est bien entouré et qui est conscient qu'il n'a pas la réponse à tout. D'accord, et qui sait écouter, mais en même temps prendre des décisions, parce qu'il faut que t'en prennes. Ah mais non, mais après ça, par contre, j'assume. Ça ouais. après, mais encore une fois, je sais prendre mes décisions, je sais assumer mes décisions. Voilà, c'est important d'être le leader. C'est moi qui suis garant de la vision, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'assumer ses choix en fonction de ça. Par contre, il faut aussi être capable de faire confiance et de travailler avec des équipes qui savent. Là, on est en plein dedans là justement. Je vois, on avait cette question de chaque à cette position, chaque nouveau projet, chaque nouvelle chose qui arrive, chaque prise de décision est pas évidente du tout, j'imagine. Donc j'imagine que c'est un apprentissage permanent en fait. Et est-ce que quelles ont été les plus grosses surprises pour toi, les trucs qui ont vraiment fait que tu as changé ta manière de décider? Est-ce qu'il y a des comment dire les événements qui ont fait quelque chose que tu disais en ouvrant ton studio, tu t'es dit bon bah si un jour j'ai ça et que je dois faire ci, bam je ferai comme ça, puis en fait tu t'es rendu compte que pas du tout, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. En fait, je pense que là on y est en plein, un exemple concret parce que c'est d'actualité, mais le côté flexibilité au studio, télétravail, j'étais un peu psychorigide avec ça avant. Et la force des choses a fait que ça nous a bien démontré que ça marchait bien et qu'on était capable d'amener de la flexibilité. Donc du coup, ça nous a fait évoluer. Donc ce genre de choses là récentes, ce genre de drame récent fait que voilà, ça m'a fait changer de perspective et je repense différemment à l'avenir. On devait faire un très très gros investissement sur un studio, enfin sur une infrastructure ultra top moderne, ultra chère. Finalement, heureusement que j'ai pas signé le terrain avant la crise, parce que du coup, on est en train de redéfinir un peu les priorités et enfin, la stratégie par rapport à ce campus. Parce à terme, on aura notre propre campus. On a failli l'avoir là. Donc voilà. Donc ça fait partie des points importants. Après non, j'ai pas de. En fait, pour moi, quand tu me poses cette question, voilà, c'est un exemple concret. Le reste, ça s'apparenterait peut-être à du regret ou des choses, alors que j'arrive pas. Je pense que tout s'est toujours passé à peu près comme. Je pense avoir été toujours dans une sorte d'alignement planétaire où à chaque fois qu'il y a eu quelque chose, un couac ou une mésaventure, où il y a toujours eu la bonne rencontre au bon moment ou le bon timing par rapport au bon tempo. Donc est-ce qu'il y a des fois où, enfin j'ai une question un peu pour la gratter, est-ce que il y a des fois où tu t'es planté vraiment par rapport à toi? Oui. Planté. Où t'as pris vraiment la mauvaise décision et où après tu l'as soit regretté, soit voilà, ou après t'as dit ah merde, on n'aurait pas dû faire ça, on est con, etc. À réussir à récupérer bien évidemment, hein, mais. Alors objectivement, je peux pas dire que je me sois planté. Ouais. Jamais, parce que je pense que tout arrive pour une raison et que tous les choix que je les ai faits parce que je devais les faire. Et qu'il faut être capable d'en tirer les conséquences et puis le positif. Donc non, je vois pas. Je peux pas. Il y a des productions bien sûr que j'aurais, avec le truc, je me dis non, j'aurais pas aimé faire ça. Ça représente pas forcément Dwarf, mais ça reste malgré tout une raison pour laquelle ça s'est passé. Et donc il faut en tirer le positif. On en est sorti grandi quoi qu'il arrive. Donc non, je pense pas que je me sois planté. Et que toutes les étapes de Dwarf ont contribué au fait que Dwarf est Dwarf aujourd'hui comme il est. C'est clair que vous êtes toujours là, donc c'est que ça a marché, ça a suffi quoi. T'as bien tenu. Et je veux pas paraître pour le gars qui sait pas, qui se remet pas en question, qui veut pas reconnaître ses erreurs. C'est juste que je prends pas mes erreurs comme des erreurs si j'ai fait des erreurs.
Si je sais pas si ça a trop de sens. Oui. J'essaie de rester ultra positif. Alors ça c'est mon côté. Soit tu réussis, soit t'apprends, quoi. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est pas une erreur, c'est pas un échec. Positive. C'est exactement ça. Donc c'est dans On les en échecs, parlait. dans les Des échecs émissions. qu'on se regrandit. On a eu très peur. Je veux dire, on s'est frôlé. On a frôlé la catastrophe en 2015. On a frôlé la catastrophe en 2020. Bon, voilà. Parce qu'il se passe des choses dans une carrière, dans une vie de studio, d'entreprise, sans parler de studio. Oui, et des choses en plus qu'on maîtrise pas forcément. Mais voilà. Ou voire pas du tout. Tout à fait. Donc là, moi, je me considère comme un capitaine de bateau et je serai là jusqu'au bout, quoi, tenir la barre et puis voilà, quoi qu'il arrive. Et justement, alors par rapport à ça, au fur et à mesure que la boîte grandit, les projets arrivent de plus en plus conséquents, de plus en plus, il y a une demande de plus en plus forte. Comment à ce moment-là, chaque prise de décision devient de plus en plus importante. Alors tout à l'heure, tu parlais d'être bien entouré d'un point de vue directeur financier, directeur informatique. Mais justement là, quand tu as un gros projet qu'il faut signer, on signe pas. Est-ce qu'on prend la bonne décision ou pas? Est-ce que là, c'est peut-être un peu plus intime, mais en termes d'être entouré de manière personnelle avec sa famille, par un directeur de studio, enfin il y a aussi une famille derrière, il y a des gens. Comment ça se passe parce que ils doivent vivre le truc avec toi. Enfin, je suppose que ils sont aussi peut-être autant impliqués que toi. C'est une bonne question. C'est une bonne question. J'aurais une petite anecdote à raconter à ce sujet-là. Mais avant, justement, alors moi, ce que j'ai aussi apprécié dans cette aventure Dwarf, alors parce que là, tout à l'heure, je parlais d'être entouré de directeurs techniques et d'administratifs et tout ça. Ça, c'est pour la casquette administrative. Mais il a fallu aussi savoir s'entourer de très 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 bons créatifs, oui. Que ce soit à l'animation, à la lumière, au layout. Donc c'est tous ces gens-là aussi qui font que sur la partie créative, tu peux te libérer et progresser, tout ça. Et donc je parle de ça parce que j'arrive sur le côté personnel. Donc après, j'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs qui sont aussi devenus des amis. Et la petite anecdote, c'est que pour mes 40 ans, donc il y a bientôt 3 ans. Non, il y a 3 ans, non, passé. Oh là là. Ça filme à part pour mes 40 ans, il y avait ma famille, il y avait des membres de ma famille, il y avait des amis et des dwarfs. Et il y avait un pote à moi américain qui est arrivé de Los Angeles le soir de mon anniversaire et qui est venu boire un coup. Et il me dit, mais alors c'est qui tous ces gens, tout ça? Alors j'ai dit, lui, je travaille avec lui. Lui, c'est des amis qui n'ont rien à voir avec le boulot. Ça, c'est mes amis, ma famille, tout ça. Et là, c'était d'avoir réussi à recréer cet univers. Alors, je sais pas si ça commence à avoir du sens ce que je suis en train de te dire, c'est que si ouais. Là, comment j'ai tenu, comment c'est qu'en fait, quand tu commences faut pas mélanger pour dire on mélange, mais c'est que là, tu vois que ton univers, en fait, il est tellement imprégné, tu vis vraiment ton aventure, qu'en fait, pour moi, il y a quasiment plus de frontières entre un ami, un collaborateur, un membre de la famille. Tu vois? Et donc, du coup, je suis autant sincère, donc je suis mon instinct et mon feeling avec tout le monde, quoi, avec tous les gens qui m'entourent, avec le même niveau de considération. D'accord. Tu vois? Voilà. Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Si, ouais, non, là, mais, il y a une véritable symbiose dans le... Ouais, alors une symbiose certes, mais il y a quand même des fois où t'as dû peut-être t'engueuler avec tes amis, justement, de Dwarf, parce que t'étais pas d'accord sur un point ou quoi, enfin... Quand je dis engueuler, pas non plus en dire aux mains et tout ça, mais comment ça se gère ça? Alors, après, parce que t'es quand même directeur du studio, oui, donc alors voilà, c'est facile à répondre. C'est facile à répondre. C'est qu'à un moment donné, il faut être capable. Alors après, j'ai réussi aussi à développer une certaine crédibilité quand je dis quelque chose et que j'en suis convaincu. Et en fait, c'est assumer ses choix et être clair avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut être pote, on peut aller boire des bières, je peux passer vous payer une tournée là-bas et même que toi tu me payes une tournée parce que ça fait toujours plaisir. Non mais c'est l'échange en fait, c'est partagé. Et se dire que là on peut boire des coups, on peut déconner, mais en même temps, quand moi je devrais prendre ma décision, quand je devrais assumer un choix, il faudra le respecter. Et c'est là que oui, des fois, ça peut être un peu compliqué
d'avoir ce qu'on appelle, on dit ces boundaries, enfin ces frontières, c'est de pas déborder. Comme Mais tu ça, dis, c'est le respect. Tu dis qu'il y a plus de frontières et au final à un moment donné t'es obligé de les avoir. Mais Comment sûr, tu fais appel mais à ça- ces frontières au mais moment ça passe par le respect en fait, hein, où... Voilà. et la considération. C'est-à-dire que si je suis respecté moi en tant que directeur, en tant que dirigeant, et que les gens ont confiance en ma parole et à ma décision, il y a pas de problème. En général, ça part en sucette quand il y a plus la confiance. C'est tout. On en revient sur l'humain au final. Enfin, tout Mais c'est que simplement. ça. C'est que ça. Là, il y a plus de boulot, C'est- d'amis. On est sur l'humain et avec des valeurs simples. Et il faut avoir confiance en la personne qui prend une décision, qui doit la prendre et que tu dois suivre ou pas, parce qu'on t'impose rien. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as confiance en tes collègues et en tes supérieurs. Ouais, je comprends. Ouais. C'est ce qui fait que, comme tu dis, c'est l'humain, c'est ce qui fait que ça peut amener au meilleur comme au pire en fait. Parce que, C'est ça. Ah, bien évidemment, Ouais, oui. comme tu dis, c'est une question de confiance, donc il faut que ça tienne, il faut que ce soit voilà. C'est ça. Moi, j'ai eu des expériences terribles. J'ai dû, enfin, j'en parle, mais j'ai dû laisser partir des gens à Dwarf parce que j'étais pas d'accord avec des choses de leur vision ou eux n'étaient pas d'accord avec moi. Et moi, j'impose rien. Donc du coup, mais ça c'est tellement anecdotique comparé aux rencontres extraordinaires que j'ai eu et aux messages de soutien que j'ai eu pendant la crise de collaborateurs à la vie à la mort quoi. Mais vraiment. Alors quand on en arrive là, je pense c'est qu'on a fait du bon boulot, si on peut appeler ça du bon boulot. Bien sûr. Hein. Et quand tu te compares, par exemple, avec d'autres directeurs de studios, parce que je suppose que vous vous rencontrez, enfin, il doit y avoir des rencontres entre directeurs de studios où vous parlez de la fin du monde, etc. Non, je plaisante, mais tu rencontres bien évidemment d'autres directeurs de studios, des Illumination, des TAT, etc. Comment tu te places? Est-ce que tu te places correctement? Parce que, comme on l'a vu, Dwarf a une image particulière, enfin une histoire particulière, et toi aussi, du coup, dans ton évolution en tant que directeur, parce que je sais pas si les autres directeurs de studio ont aussi un background artistique ou s'ils sont purement financiers et qui se sont mis à l'artistique après. Ça fait beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a plus une comparaison ou un partage d'une vision? Ouais. Je pense que tu parlais de Illumination. Jacques Blade, je l'ai rencontré quelques fois, on a échangé un peu. Je peux pas dire que je peux pas te donner un exemple. Je peux pas te parler pour sa vision quoi. Mais j'imagine parce que je le connais pas plus que ça. On n'a pas eu échangé. À vrai dire, j'ai pas échangé avec beaucoup de directeurs de studios. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, on se regarde, un chien de faïence, on est en compète. Qui va dégainer le premier il est sympa, on boit un coup, mais pas plus. Et un côté mercenaire, tout voilà. ça. Il y a un côté, tu vas me piquer tous mes gars. Non, en fait, l'idée, non, c'est que, en fait, je suis rentré dans un syndicat de producteurs de films d'animation pour me rapprocher un peu des producteurs. Donc je me suis rapproché un peu des gens, mais c'est un peu l'ambiguïté de Dwarf qui est prestataire et puis qui va devenir producteur, tout ça. Donc c'est un peu délicat. J'avouerai que c'est un peu délicat de te donner plus d'exemples que ça. D'accord. Mais pour revenir sur côté MacGuff, je pense que MacGuff c'est une histoire de passionnés qui ont monté avec une vraie vision de technologie. Je sais qu'ils étaient à fond sur la techno-maison. C'est un peu MacGuff pour moi à l'époque c'était le grand frère. Ouais. C'est moi il y avait plusieurs modèles de success story donc moi je me suis vraiment basé sur ça a été donc PDI aux États-Unis par rapport à leur vision, par rapport à la formation, par rapport à la techno tout ça. Et puis moi la boîte qui m'a fait rêver, pour X raisons, j'ai jamais eu l'opportunité d'aller travailler chez eux, mais c'était MacGuff. Voilà, donc il y avait ces techno-maisons, cette qualité d'image, ce côté singulier. MacGuff, c'était du MacGuff, point. Donc voilà, ça m'a beaucoup inspiré quand j'ai voulu quand j'ai lancé Dwarf quoi. Et quand tu compares les directions ou en tout cas ta direction de studio par rapport à des studios américains par exemple, comment tu vois comment eux managent
leur boîte. Est-ce qu'il y a qu'une manière finalement de diriger une boîte ou est-ce que Merci Néo. Oui, c'est toutes ça. les boîtes ont de toute façon chaque directeur selon sa sensibilité ce qu'il a envie de faire Ouais. J'imagine que il y a pas une recette, il y a Ouais, pas ça. une méthode, il y en a pas. Moi, alors j'ai eu une autre anecdote. J'ai partagé par exemple beaucoup de très beaux moments avec Brian Keane, qui est l'ancien directeur. Alors je dis ancien parce qu'il vient de quitter Blue Sky, mais Blue Sky donc Brian était pendant 20 ans. Il a commencé à la finance, direction financière. Il est monté directeur des opérations, donc ça a été le boss de Blue Sky jusqu'au rachat de Disney. Pas à travers Fox, hein. Donc et donc en parlant ainsi plusieurs fois avec Brian, il me dit on évoque un peu la vision, la stratégie, la technologie, la formation, le développement, tout ça, et il me dit qu'est-ce que tu me rappelles nous à nos débuts en parlant de Blue Sky par rapport au choix, par rapport au positionnement, par rapport au moteur de rendu propriétaire. Une stratégie Tu globale, vois, quoi. Un peu, voilà, ouais. ben c'est ça, moi. Alors sans paraître, tout en gardant l'humilité que je peux essayer de garder, ce que je vois moi dans l'histoire des effets spéciaux de l'animation, des studios, moi ce que j'aspire à devenir avec Dwarf, je dis pas qu'on est ça aujourd'hui, mais ce que je veux que les gens, mon rêve ultime, pour dire voilà autrement, Ouais. c'est que Dwarf soit comparé un jour à ces grands studios qui, pour moi, apparaissent tous les 30 ans. C'est-à-dire D'accord. qu'il y a des studios avec des vraies valeurs profondes de tout ce qu'on a parlé depuis le début, hein, Un de ADN. technologie, un une vrai vraie ADN. Mhm. Et pour moi, dans cette catégorie-là, MacGuff en fait partie. Pixar, bien sûr. Pixar, Blue Sky, PDI, DreamWorks, Walt Disney à son époque. Walt Disney, bien sûr, ouais, bien ouais. sûr. Voilà, tu vois, et je suis sûr que si on fait le tour là, ces studios-là, tu les comptes sur les doigts de la main. Et à chaque décennie, un nouvel acteur, voire plus. Moi, je dis plus qu'une décennie, voire 3 fois. Et ce que j'aspire en fait, c'est avec Dwarf, c'est qu'on marque l'histoire en fait, et qu'on soit l'une des étapes en fait et ça passe par d'avoir des collaborateurs qui se rappellent de toi et qui parlent de toi à l'étranger. Tu vois, comme on disait tout à l'heure avec Bien sûr. ou l'autre jour, je sais plus, par rapport à toutes ces histoires-là, le fait d'être Dwarf. Donc ça contribue, la marque employeur, le côté appartenance, c'est ça que je veux moi. Et ça contribue à se dire que Dwarf, c'est un studio qui a marqué son histoire et qui a posé une pierre à l'édifice dans l'histoire de l'industrie de l'animation. La papate de Dwarf, quoi. Vraiment, qu'elle Voilà. soit là. Et c'est à ça que j'aspire, donc, et c'est comme ça que je me comparerai au studio, en gardant à l'esprit que je dis pas qu'on est Pixar français. Bien Hein, sûr. mais ce que je veux dire par là, c'est que on a encore 20 ans pour y arriver, quoi. Même plus. Non mais Oui, non, mais vu Est-ce que ça que- fait 10 ans, Voilà, effectivement, Jusqu'à ce ouais. qu'un nouvel acteur Un nouvel, ouais, c'est ça. arrive. La place. Bien Ouais. entendu, oui. Tu disais Blue Sky te disait donc ils te rappelaient eux à leur début. Ouais. Ça me fait penser ça sous-entend presque que du coup ils ne le sont plus vraiment. Vrai ou pas, peu importe. Ma question c'est surtout est-ce que toi ça t'inquiète de devenir trop gros oui. et de devoir être dépendant de la loi du marché finalement en gros De- c'est ce qui se passe à Pixar, Ouais, c'est de ce te qui se faire passe, avaler par. à Guff aussi, c'est un petit Alors- peu ce qui s'est passé les dernières années là Tout à fait. ils vont avoir des nouveaux projets qui vont j'espère leur redonner un peu Et MacGuff n'existe ce plus, genre, deuxième là, je le souffle. rappelle, hein, c'est Illumination. Illumination évidemment. Ouais. Et Ouais. voilà, et c'est toujours ce problème parce que moi j'ai l'impression que à chaque fois que je parle avec des gens de toutes les générations, toutes les boîtes qu'ils ont eues, que c'était à l'époque Sparks, Attitude, je ne sais quelle autre boîte, même comment s'appelle cette boîte ah zut, celle qui fait des FX à Paris là, j'ai oublié son nom. Cube. Micros. Micros. Non, Cube. pas non, très très grosse qui maintenant fait plus grand chose, qui a fait les Buff. Minimoys et tout ça. Buff. Ah merci. oui, Buff, voilà, légende de Buff. Buffy, Ouais, voilà. ouais, ouais. Et tu vois, toutes Ah, ces Buff, c'est quelque boîtes-là, chose aussi, hein. j'ai Ouais. l'impression Ouais. qu'à chaque fois qu'elles sont devenues énormes, elles se sont fait un peu prendre à leur propre piège. Et toi, comment tu vois La mondialisation, comment au tu final, vois ouais. en tant que directeur la gestion d'un truc qui deviendrait vraiment très gros? Ouais. Est-ce que tu as envie aussi de garder peut-être un côté familial au truc? Il y a Est-ce le côté familial, bien sûr. En fait, ce qui est important, au-delà du côté familial, je pense que tu commences à te perdre quand tu perds l'âme. Quand tu commences vraiment à sentir que tu pourrais être dans n'importe quelle boîte, voilà,
C'est ça. Je pense que la clé du succès, c'est au-delà du côté familial, parce que ça peut dire quoi? Des bons managers, on peut garder un esprit familial au-delà de 150 personnes. Je pense qu'on est monté à 250. Je pense qu'on est redescendu là. On redescend, peut-être qu'on remontera. Je pense que là, il y a un gros cap. Quand on passe la barre des 200, il y a quelque chose qui se passe. Donc, il va falloir avant de retourner à ce niveau-là de nombre de collaborateurs, il va falloir qu'on soit très 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 bon sur le management et être sûr de la communication en interne et sur les valeurs qui doivent être véhiculées. Donc, il y a un vrai travail à faire sur la politique interne et les valeurs qu'on défend au studio pour pas se perdre. Tu conseillerais à quelqu'un qui a envie de monter une boîte pour plus tard, etc., de faire attention à la vitesse à laquelle il grossit, justement? Voilà, je pense que c'est important de pas vouloir grossir trop vite, de ne pas se mentir à soi-même, de dire ok, on est capable de faire ça, mais pas ça, et de prendre le temps vraiment Alors moi personnellement, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que moi, il me faut poser les pierres, les sceller, tout ça, et puis je pose la suite. Donc c'est super important d'être bien stabilisé et d'avancer. Après, moi j'ai connu PDI, on était 600, il y avait un esprit famille, quoi. Il y avait un esprit famille Très grande famille. de dingue. Est-ce qu'il y avait plusieurs dirigeants ou il y avait un directeur entre guillemets de studio ou... Il y avait, ils ont gardé. Moi, quand j'y étais, il y avait encore l'un des 3 fondateurs. Ouais. Richard Chuang. Je sais pas si vous avez vu. En plus, là, il y a un super petit reportage qu'ils ont fait lors du SIGGRAPH, là. Et ils ont fait les 40 ans bon, c'est fermé parce que DreamWorks a vendu. Ouais. Mais les 3 fondateurs ont fait une vidéo YouTube. Ça, c'est à voir. Où t'as les 3 fondateurs qui parlent de leur premier jour à la fin de PDI avec toute l'histoire. C'est génial. Ah bon, on essaiera de retrouver ça et puis de mettre le lien dans les notes. Ça, c'est top. Ouais. Ça, c'est super. Et tu vois les 3 fondateurs qui parlent de comment ils ont créé PDI, quoi. Et donc, il y avait, et eux, et c'est génial, hein. Et pour sa réponse à ta question, je pense que c'est un très bon exemple de comme quoi tu peux vraiment garder l'âme et les valeurs de ta société si tu mets en face les moyens. Parce qu'il faut pas se leurrer. Il faut des moyens. Il faut des moyens pour communiquer, il faut des moyens pour partager, il faut des moyens pour dynamiser, pour entretenir. C'est de la culture, hein. Et ça se travaille, quoi. Pour garder une cohésion, la cohésion, d'équipe, donc, même si elle fait 600 personnes. C'est pour ça que, oui, tu peux, mais donne-toi les moyens d'y arriver, quoi. Et surtout, ne te perds pas dans tes valeurs. C'est surtout ça qui compte. Voilà. Je pense que là où moi je suis serein sur ce que je veux faire, c'est que j'ai été sollicité, tu sais, pour ouvrir un peu partout au Canada, Montréal, avec la seule réponse, c'est le tax rebate. Ça qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est des avantages pour les producteurs. Avantages fiscaux, etc. Ce qui fait que tout le monde est au Canada depuis quelques années, par exemple. Voilà. Et que les boîtes ouvrent des multi-sites dans tous les sens pour optimiser, c'est la seule réponse. Ça, c'est de l'optimisation. Je vais pas me faire des ennemis, là, chez les concurrents ou les collègues, les confrères, ce que vous voulez, mais moi, c'est ma vision des choses. Je n'ai vraiment pas l'ambition d'ouvrir Dwarf à Montréal. Je le dis. Mais là, l'arme à l'œil, hein, tu sais. Oui, mais là, la réponse, pour l'instant, si je faisais ça, ce serait qu'une réponse financière d'optimisation fiscale. Est-ce que ça fait plaisir à entendre? Non. Même si quand on parle d'âme, moi, je prends l'exemple de Pixar qui a ouvert à Vancouver et qui a fermé même pas un an après. Pourquoi? Parce que ça ne marchait pas, qu'il n'y avait plus l'âme de Pixar. Point. Parce que là, toi, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, tu penses que l'ADN de Dwarf, pour l'instant, ne peut pas s'exporter C'est pas qu'elle peut pas s'exporter, c'est que ça devient, si c'est pour des raisons financières, ça ne s'exportera pas. D'accord. S'il y a un vrai projet, encore une fois, un vrai projet avec des hommes, des femmes, pardon. Bien sûr, oui. En face, et qui sont vraiment, avant Covid, j'avais l'ambition d'ouvrir un bureau à Los Angeles, avec des dwarfs qui partaient là-bas, s'installer à Los Angeles pour représenter Dwarf, avec une vraie stratégie business, développement. Mais avec une petite échelle, ultra familiale pour le coup. C'est 10-15 personnes max. Avec toute la partie technologie, connectée dans le cloud de tout ça, machin. Et une partie technologie sur la côte Est, que ce soit Montréal ou New York. Avec une antenne business aussi, juste pour la bonne et simple raison que j'avais envie d'être connecté sur tous les fuseaux horaires possibles. De côté Europe, et puis côté Ouest Amérique, voilà. Jusqu'à l'Ouest Amérique en passant par la zone Est. Donc, ça, c'est une vraie stratégie que moi je vois avec des vraies valeurs et des vraies visions
et non pas juste pour une réponse financière à un coût plus bas. Oui, parce que D'accord. c'est ça qui Voilà. va après diriger Ça- toute la boîte. ça, aujourd'hui- si tu vas pour ça. Voilà, ça aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. D'accord. C'est pas le pourquoi on fait ce métier. Enfin, en tout cas, Mais on peut comprendre aussi l'attrait, parce Mais que comme tu disais, ça demande de l'argent, tout ça. Il faut bien, voilà. Tout à fait. Donc, Tout à fait. Mais après, chacun c'est compliqué, sa quoi. vision, chacun son modèle de studio. Moi, ce n'est pas une machine à fabriquer purement et simplement que je veux faire. C'est vraiment, moi, je pense que c'est important pour l'âme du studio. D'où l'idée de bien sceller les pierres avant de Tout à fait. monter le Parce reste. que ça aussi, tu vois. Alors moi, c'est une question dont je voulais te poser. C'est bon, au départ, t'étais avec tout le monde, artiste, etc. J'imagine que plus ça va, plus ça grossit, plus t'es obligé aussi de te détacher un petit peu des équipes. Et je voulais savoir quelle était la part de social dans un directeur de studio, à ton avis en tout cas. À quel point tu dois pas te mêler aux gens, c'est pas ça que je veux dire, mais tu vois, parce que justement l'âme aussi c'est ça, c'est de donner envie aux gens d'être là, quoi, et de continuer dans cette boîte et d'y rester plusieurs années sur C'est plusieurs ça. projets, De venir peu tous les jours importe, avec le sourire. que ce soit et dur voilà. ou pas, et voilà, et voilà. C'est Alors, Là, moi, en fait, l'idée, c'est que je suis là et je veux être présent, je veux partager, je veux aller boire des coups après le boulot. C'est important. C'est important parce que voilà, on partage des heures, on partage des pressions, on partage tout ça. Et alors c'est peut-être parce que je viens d'un background artistique et que je sais ce que c'est que d'être au front et de suer devant des animations pour les écréer avec Des le render retakes farm, incompréhensibles. des retakes incompréhensibles, tout ça. Donc ça c'est super important. J'ai pas été super présent cette dernière année parce que la croissance stratosphérique de Dwarf avec les grosses productions. Donc voilà. Et là je m'attache vraiment à revenir un peu plus sur le terrain, d'être présent, de partager. Alors c'est pas que les boire des coups parce que je vais me prendre pour un pochetron, mais c'est super important d'être à l'écoute. Et puis voilà, là on a je crois qu'on a un pot d'organiser la semaine prochaine pour fêter la fin de Trash Truck. Ça va être communiqué dans pas longtemps. On va faire voilà. Donc tout ça c'est important et là je serai là, je vais prendre le temps de faire un petit speech pour exprimer où on en est, où on va, les différents leads qu'on a, les discussions qui sont en cours, tout ce que je peux partager, je le partage. Voilà, donc je parlerai des budgets des budgets en cours. Il y a ça aussi, c'est qu'on va travailler beaucoup plus de transparence dans l'avenir aussi pour que les gens soient conscients des fois on demande de faire des efforts sur certains sujets, sur certains aspects de la production. Et on va partager de plus en plus. Alors c'est pas évident, hein, c'est sensible, donc Bien sûr. faire les choses bien. Donc tout ça, ce sont des choses qui vont venir dans l'avenir moyen terme. Ça, c'est une de mes grandes questions. Ça, c'est à quel point tu peux communiquer sur l'état d'avancement de ton studio avec ton équipe, tu vois, alors que il y en a, voilà, en tant que graphiste, on veut tous. En fait, c'est ça que je trouve drôle, c'est que à Dwarf, on avait des monthly crew qui étaient tous les mois, puis finalement, ça s'est un petit peu décalé au fur et à mesure. Et en fait, il y a une espèce de mélange, et ça, j'aimerais bien savoir comment toi tu le gères. C'est, en fait, tout le monde veut tout savoir, sauf que dès qu'on sait tout, ça part en rumeur dans tous les sens. Et c'est incontrôlable, quoi. Mais ça, c'est la nature humaine, je veux dire. Donc comment, ouais, donc là, moi, alors, j'ai pas alors pour le coup, c'est encore une fois, c'est tellement aléatoire, c'est tellement des fois, voilà, moi j'apprends des choses par des bruits de couloir. Ah bon, j'aurais dit ça. Ah ouais. Parce bon. que c'est ça aussi. Mais oui, mais c'est rigolo. Studio, c'est des fois C'est être rigolo. un peu le rigolo. corbeau C'est du ça. studio. Tu sais pas Non, trop pourquoi. l'idée c'est que là où je m'attache aujourd'hui, j'ai eu essayé de le faire. Ça c'est pas de moi, hein, ça vient de chez Pixar. Mais je crois que ce qui est important, je l'ai initié, j'ai pas réussi à le tenir pour X raisons. Mais en tout cas, c'est le cercle de confiance ou le brain trust. Donc là, ce que j'essaie de recréer, c'est un groupe de personnes qui va de la direction financière ou pas, de direction animation, d'un artiste qu'on sent qui a la capacité de véhiculer, de partager et de venir avec des idées. Donc là, c'est vraiment quelque chose c'est un groupe de personnes qui va permettre de remonter les informations, de redescendre les informations et de promouvoir tout un tas de choses aussi. Et sur un cercle un peu plus senior, on va pouvoir aider des jeunes
réalisateurs, des jeunes en devenir, qui ont une ambition de devenir superviseur lighting, chef layout, peu importe. Et ben, on va créer ce groupe-là pour exprimer le besoin, le comprendre et le mettre en musique, l'organiser. Ça peut être détection avec Rémi sur des jeunes talents. Alors, je sais que j'ai initié l'année dernière. Bon, avec tout ce qui s'est passé, on n'a pas pu faire de court-métrage et tout ça, mais là, je reprends contact avec certaines personnes. Je vais pas encore parler aujourd'hui parce que ce serait du spoil et c'est encore trop tôt. Ne spoilons pas. Mais l'idée, c'est voilà de promouvoir des jeunes talents réels, écriture, les idées maison qu'on en a eu parlé il y a quelques mois en arrière. Bon, donc ça passe par encore une fois la communication et de créer ces groupes de personnes senior management. Mais quand je dis senior management, ça peut être c'est vraiment lié aux gens qui sont capables de véhiculer les valeurs, qui les comprennent et qui les acceptent et qui les véhiculent. Voilà. Au même titre qu'on a un CE purement administratif. Hein. Il le faut. Donc on a un CE, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça, la taille de Dwarf fait qu'on doit légalement avoir un comité d'entreprise. Et bien là on a le comité d'entreprise créatif. Et ça c'est nous qui décidons. Voilà. Donc c'est un peu le pendant créatif de la chose. Si je peux faire la parallèle avec le côté administratif. Le comité créatif d'entreprise, voilà. le CCE. Eh ben, C'est bon. voilà. Merci. Tu sais quoi, c'est génial. Je trouve ça trop cool. C'est comme ça que je vais l'appeler. Eh ben voilà. Je prends 10%. Voilà. C'est génial. Alors- Alors, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Les confettis? Non, on va la faire la semaine dernière. Attends. Bon alors ça fait 1 heure qu'on parle. Déjà Eh ben oui déjà. Ah oui, mais Déjà. ça passionne. J'ai une dernière question. Alors à la dernière émission, c'était Pez qui avait posé la question, l'ultima question. Moi j'en ai une un petit peu plus comment dire, langue de belle-mère. Tu fais des dîners, des repas d'affaires. Ça sert à quoi? Mis à part manger sur notre dos. Oui. Alors, le repas d'affaires, alors, je vais faire par exemple des repas d'affaires avec des cadres où on va se retrouver autour d'un repas, donc on va parler un peu du département, du projet. Donc c'est des repas d'affaires à côté production. Ouais. Et après il y a des repas d'affaires business. Bon, mais un repas d'affaires business, là c'est tu invites ou tu es invité par un partenaire potentiel, par des producteurs, par toute personne qui a velléité à développer du business avec toi. Donc ça passe par, et on est français, ça passe par un bon petit repas. Voilà, c'est ça. J'allais dire pourquoi pas faire juste une réunion avec un Perrier Ben, et 3 bretzels. Je pense que ça fait partie des codes Ouais. du business. Voilà, c'est pas moi D'accord. qui ai inventé, je suis obligé de le faire, c'est tout. Non, mais justement, c'est mais t'en profites. Mais Bah oui. non, mais bien sûr. Mais et ça, c'est vraiment une spécificité française. Oh, j'ai réussi à Non. regarder. Moi, je suis pas sûr. Ouais, non. Non, Alors, c'est moi, international quand même. J'ai vécu, enfin franchement, les meilleurs que j'ai fait, c'est en France quand même. Et c'est à Paris quand je me suis fait inviter quand même dans quelques super bons restaurants. Mais voilà, donc non, c'est toujours un plaisir. Et puis, je pense qu'autour d'un bon repas, et j'en parlais, j'ai été invité. Ah oui, alors je me fais ma petite pub. Vas-y. Jeudi matin, j'ai un article dans les Chefs Doc. C'est un magazine local là qui sort. Ouais. Et j'ai été invité par le chef Mazeran, donc je lui fais une petite pub là, mais c'est à côté. Pourquoi? D'accord. Il m'a invité pour parler un peu de gastronomie ou de côté culinaire de la chose et de qu'est-ce que je trouvais moi dans la cuisine et pourquoi j'aimais la cuisine et la gastronomie, pas forcément la gastronomie, mais le côté culinaire de la chose, Ouais. la bouffe quoi, Et la bonne. et le vin. Et ben voilà, je vous invite à lire l'article qui sort jeudi. Ah bah, il sera parce que- sorti déjà depuis parce longtemps que, quand on parce que quand c'est on super mettra important. l'émission en ligne. C'est tellement, ah oui voilà, il sera sorti depuis longtemps, ouais. Alors, on mettra l'adresse. Mais on mettra l'adresse. oui, Et le il y a lien. un beau portrait et j'ai discuté, donc j'étais interviewé dans son restaurant et on parle de pourquoi la nourriture est si importante dans la créativité quoi. Voilà. Tu penses qu'il y a vraiment un lien entre Ah, mais grave. créativité et Ah mais grave, gastronomie. on partage tellement de choses autour d'un bon repas. Quand je dis bon repas, ça veut pas dire forcément complexe et cher. On parle d'un bon repas avec les produits locaux, des valeurs, encore une fois, les mêmes valeurs qu'on partage dans l'artisanat, l'animation. J'adore la partager avec un producteur local qui me vend ses légumes là ou sa bonne pièce de viande, son produit bio ou raisonné. Et voilà, moi je kiffe. Je suis un pro de la plancha et du barbecue. Revoyons Ratatouille. Eh ben très bien. Eh ben merci.
Merci termine beaucoup. sur cette note Merci beaucoup. culinaire. Oui, Merci donne faim. beaucoup. Ouais, c'est ça. Voilà. Ben, merci encore pour ces 2 émissions. Avec grand plaisir. Olivier, c'était un régal. C'était super. Merci les gars, Néo, Pez. Eh ben, merci bien. à toi, le doc. Ouais. Et Merci puis, chers tout le monde. patriotes, non, justement, chers bipèdes, n'oubliez pas d'être patriote, d'être patréo-bipède et pour nous aider. Et puis, on se dit à la prochaine émission. Et vu qu'on a terminé enfin, Et oui, c'est la fin d'un cycle quand même. c'est là. la fin d'un cycle, Eh ouais. exactement. Donc, fais gaffe, il y a des droits là-dessus. Bon, bah, la bouche comme ça, hein, ça va. Surtout que maintenant c'est Disney. J'ai Donc, pas fait plus de 20 secondes, pas monsieur. déconner. Donc, on va pouvoir vraiment rentrer dans les émissions thématiques complètement et Comment et- Comment occuper son temps quand tu es intermittent du spectacle, par exemple, ou bien frauder contrat. Pôle emploi ou... donc voilà, une coupe, page coupe. se tourne pour CGY, mais ce n'est que le début. La première page d'un grand livre. Exactement. Je pense que là, on a posé vraiment la première grosse pierre de ce podcast qui va nous permettre de maintenant voguer vers d'autres cieux et d'autres émissions à thème, Et ouais. et d'autres émissions spéciales que vous découvrirez avec mon cher Doc et mon cher Néo. N'hésitez surtout pas, du coup, à en parler, à nous dire s'il y a des sujets que vous voulez absolument qu'on aborde, etc. Parce que vous devenez patriote senior et du coup, vous pourrez venir sur notre Discord. Voilà, Et il y ça, a une c'est dit. catégorie spéciale. Eh oui, Pour spécialement justement pour ça. proposer. Non, mais voilà, et il y a c'est- déjà des propositions d'ailleurs. Voilà, Oui. Ça va pouvoir aller dans tous les sens, c'est ça qui va être trop bien. Le premier cycle était parfait, donc il est possible qu'on revienne aussi sur certains postes au fur et à mesure. Pourquoi Pourquoi pas, oui, donc, oui, bien sûr, bien sûr. Donc voilà. On ne se ferme pas la porte. Mais en tout cas, voilà, on est arrivé jusqu'au bout de la chaîne. J'allais dire alimentaire, mais mon cher Watson. Voilà. Et bravo quand même parce que c'était vraiment, c'est passionnant. Hein. C'est. Ah bah merci. Bah, merci. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Je pense Merci. que ça. Je pense que ça, c'est vraiment ça. Bon, je vois, je me permets vite fait. Non, mais je vous en Vas-y, prie, vas-y. je vous en prie. Je suis souvent sollicité pour intervenir dans les collèges ou les lycées pour parler un peu de mon métier. Et je le vois parce qu'en fait, on a un vrai gros problème en France qui est qu'est-ce qui se passe après le collège, comment on fait ce métier. Moi, j'ai des gens qui me disent mais c'est génial de faire des dessins animés, mais comment on fait pour devenir pour travailler Dessin là-dedans, parce que- animateur. dessin animateur, infographiste, tout ça. Et c'est vrai que moi je parle de vous à chaque fois et c'est important parce que c'est tellement bien fait, c'est agréable et du coup ça donne des idées à des jeunes qui savent pas forcément comment y arriver. Donc je pense Oui. que vous contribuez beaucoup et c'est génial. Bravo. On espère. Bah, merci. Bah, merci beaucoup. Ouais. Toutes ces fleurs. C'est trop cool. Je ne sais plus où les mettre. Ah Mais bon. merci en tout cas, Olivier. Et puis, à la prochaine émission. Allez, à la prochaine les bipèdes. Ciao, ciao, Allez, ciao, les ciao, bipèdes. ciao, Ciao, ciao. ciao, ciao.